Alors bonjour, bienvenue à cette session interactive de nos visioconférences dans le cadre de la collaboration FIFOG AUF via son programme actif et le GRISOF ainsi que la CIMEF. Je me présente, mon nom est Yves Tremblay, je suis professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Aujourd'hui, nous avons une visioconférence dont le thème est la prééclampsie, mais c'est particulier parce qu'on va vous présenter des cas cliniques. Pour faire un résumé, vous savez tous que l'hypertension artérielle est le premier groupe nosologique de la pathologie cardiovasculaire associée à la grossesse, particulièrement en milieu africain, en raison de plusieurs facteurs. Elle est encore responsable d'une morbidité et d'une mortalité périnatale et maternelle assez importante. À travers la présentation de 4 cas cliniques, nos 4 orateurs ont pour objectif, d'une part, de préciser les modalités du diagnostic, de faire l'évaluation du pronostic et d'autre part, de réviser les différentes options thérapeutiques possibles, notamment en cas de complications. Nous serons, après chaque présentation, après chaque groupe de cas cliniques, chaque orateur, vous êtes invités à poser vos questions et nous les transmettrons aux orateurs. Nous avons 4 modérateurs. Laissez-moi vous les présenter très rapidement. D'abord, le professeur Alassane Diouf du Sénégal. Le professeur Diouf est professeur titulaire de gynéco-obstétrique à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est aussi chef du service d'obstétrique et de gynécologie. Nous avons le professeur Jean-François Meillet de Libreville au Gabon, qui est professeur titulaire de gynéco-obstétrique à l'Université des sciences de la santé et qui est aussi doyen de la Faculté de médecine de Libreville. Moi-même, je me suis présenté tout à l'heure, membre fondateur, en passant, je vais le dire, membre fondateur groupe de réflexion et d'information en sciences ouvertes francophones, ainsi que le professeur Étienne Lemarié, qui est professeur émérite de pneumologie de l'Université de Tours, qui est aussi membre fondateur du groupe GRISOF et directeur général sortant de la CIMEF. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au professeur Diouf, qui va vous présenter la première intervenante. Professeur Diouf, la parole est à vous. Avant, s'il vous plaît, laissez vos micros fermés. Si vous voulez poser des questions, allez dans le petit onglet Discuter et puis nous allons les corriger. Merci et bonne visioconférence. Bien, merci professeur Tremblay, merci à toutes et à tous. Sans tarder, je m'en vais tenter de vous présenter donc, le premier intervenant qui est le professeur Zohla Farah Gari. Donc, le professeur Farah est professeur de gynécologie et d'obstétrique à l'université de Blida en Algérie. Elle est en outre chef du département de gynécologie et d'obstétrique dans cette université. Elle est par ailleurs formateur en chirurgie vaginale. Elle a des masters en endoscopie chirurgicale, en scénologie, en chirurgie carcinologique. Elle est membre donc du comité de rédaction de plusieurs revues. Elle est membre du comité pédagogique de la spécialisation, en gynécologie à Alger et à Blida. Elle est auteure de nombreuses publications dans le domaine de la gynécologie et de l'obstétrique, notamment dans les thèmes de la myomectomie et dans celui des hémorragies de la grossesse et de la rupture prématurée de membrane. Voilà résumé, donc le CV de notre premier orateur, professeur Farah. Donc, professeur Farah, sans tarder, je vous donne la parole pour votre communication. Donc, en principe, vous avez droit à 20 minutes de communication et après, on aura une plage de 10 minutes pour les discussions. Merci. À vous. Merci, merci tout le monde. Merci, bonjour à vous tous. Merci de m'avoir invité pour faire partie de cette visioconférence. Je ne sais pas si vous voyez mes slides sur l'écran. Je vais essayer de passer en diaporama. Donc, je remercie le comité d'organisation. Je vous remercie d'avoir abordé ce thème très important. Professeur Farah, est-ce qu'on peut avoir le plein écran, s'il vous plaît? Oui.
Ça ne marche pas. Ça va venir. Mais ce n'est pas grave. Donc, pour ne pas perdre de temps, on va continuer. Donc, j'ai essayé par ce topo, donc 20 minutes, c'est assez. On va essayer de voir la réflexion surtout, l'attitude du médecin qui reçoit la patiente qui fait une prééclampsie ou une hypertension gravidique sévère. Donc, j'ai préparé 3 petits cas cliniques pour voir les différentes facettes, les différentes façons de prendre en charge ces patientes en fonction des problèmes. Donc, le premier cas, il s'agit d'une patiente âgée de 27 ans, une première geste à 31 semaines d'aménorrhée qui a un antécédent familial de mère hypertendue, qui se présente au pavillon des urgences pour des céphalées avec une hypertension à 16-10. Mais la patiente, dès l'interrogatoire, elle est déjà sous traitement, donc nifedipine à 8 comprimés par jour et de la nicardipine, donc une bithérapie pratiquement à dose totale. Donc, lorsqu'on va vérifier le déroulement de cette grossesse, le premier trimestre sans problème, dès le deuxième trimestre, elle annonce de l'hypertension qui a été mise sous traitement. L'échographie de cette époque, il n'y avait pas de problème, n'a pas bénéficié d'un Doppler vasculaire, mais dès le troisième trimestre, la patiente a présenté de l'instabilité tensionnelle. Elle est passée en bithérapie et les doses ont été augmentées crescendo pour arriver à une dose totale de la nifedipine, de l'association nifedipine-nicardipine. La patiente a été hospitalisée pour une instabilité avec des signes fonctionnels très importants. Donc, la première évaluation de la patiente, un état général conservé, des céphalées, des signes fonctionnels importants, une prise de poids qui a été marquée à 10 kg donc sur ces 2 derniers mois, des œdèmes importants et une protéinurie importante. L'évaluation première, donc sur le plan paraclinique, donc sur le plan biologique, une hémoconcentration, une acide urique un petit peu élevée, une protéinurie positive. Par contre, l'échographie, on retrouve des biométries quand même inférieures au P10, au 10e percentile, et des indices de résistance aussi bien ombilicale que par rapport à l'ACM, qui restaient tout à fait acceptables. Donc, dès lors, la patiente est prise en charge. Donc, en unité de soins intensifs, parce qu'elle était dose totale par voie orale avec des signes fonctionnels très importants et une instabilité tensionnelle, mise donc sous sulfate de magnésium, une corticothérapie pour la prévention fœtale, et on est passé à la voie parentérale, donc la nicardipine à 0,5 mg par heure à la seringue autopousseuse, avec des ajustements qui sont arrivés à 6 cc par heure, en maintenant bien entendu la nifedipine par voie orale. Sur le plan biologique, donc, pendant l'hospitalisation, l'acide urique a un petit peu augmenté, une hypoprotidémie, hypoalbuminémie avec une LDH assez élevée, et puis une protéinurie très importante. Dès les premiers jours, elle est passée quand même à 3 grammes par 24 heures à la fin de la première semaine. L'évolution fœtale, donc à J7, à une semaine d'hospitalisation, nous avons quand même un poids fœtal qui est resté inférieur au 10e percentile, et on voit que le Doppler ombilical, quand même, il est profondément long, donc la césure diastolique est profondément qui tend vers la négativation, donc on est à 0,95 avec un endroit où ça paraît être pratiquement négatif. Et l'ACM, il n'y avait pas de redistribution cérébrale, et sur le ductal, l'onde A restait positive. Donc, sur ce, en discutant avec les néonates, on s'est dit, on va décider de maintenir la grossesse, mais avec une surveillance pour essayer de franchir donc, le stade de prématurité importante de 32 semaines. Donc, à J8 d'hospitalisation, une instabilité tensionnelle avec une douleur épigastrique angoissante. Elle avait mal, mais sans autre signe patent. Sur le plan clinique et échographique, rien n'était concluant. Il n'y avait pas d'hémorragie, pas de tension utérine, il n'y avait pas de douleur particulière. Elle avait juste cette douleur et cette angoisse. Donc, sur ce, nous avons décidé d'interrompre la grossesse pour une suspicion d'HRP, et nous avons bien fait parce que à l'extraction, nous avions donc un enfant avec 1,550 kg, un Apgar 4,10
vers le 10 à la 5e minute, et un HRP de 200 grammes débutant, un liquide hématique. Donc, on était réellement devant une HTA, une prééclampsie sévère, et que sur le plan clinique, il n'y avait que cette instabilité. Nous avons pu récupérer donc un enfant vivant avec un HRP qui s'installait insidieusement. Le nouveau-né, par contre, a été hospitalisé en unité de soins intensifs néonatale. Donc, c'est le premier cas d'un tableau de prééclampsie où l'hospitalisation et la surveillance armée a permis d'intervenir au bon moment pour poser l'indication d'extraction et d'interruption de la grossesse. Dans le post-opératoire, il y a un bruit, je ne sais pas, la tension artérielle s'est stabilisée, il n'y a pas eu de trouble de la crasse et l'évolution était plutôt favorable pour l'enfant qui est quand même resté une quinzaine de jours en unité de soins intensifs. C'était le premier cas. Le deuxième cas, c'est une patiente âgée de 35 ans, une première geste à 34 semaines, qui a une grossesse de déroulement tout à fait correcte. Depuis 3 jours, elle annonce une hypertension artérielle mise sous traitement par son médecin donc traitant de ville. On la reçoit évacuée sur civière alors qu'elle a fait 2 crises d'éclampsie. Donc, une crise d'éclampsie chez elle et une crise d'éclampsie dans l'ambulance. Nous recevons la patiente pratiquement en post-critique. Donc, sur ce, la patiente, elle était consciente, mais obnubulée, mais qui reste consciente. Une tension artérielle à 17-12, donc assez importante, très élevée, des œdèmes aux membres inférieurs, mais surtout au visage et à la face. Elle avait une face très infiltrée, une protéinurie massive, mais sur le plan obstétrical, pas de contraction et pas de métrorragie, avec des PCF qui restaient présents. Donc l'urgence là, elle était plutôt maternelle et un état de mal quand même, elle convulsait déjà. Sur le plan, l'évaluation d'urgence que nous demandons tout le temps de faire, donc après l'évaluation clinique, l'évaluation d'urgence, elle est biologique et échographique. Une hémoconcentration, un taux de plaquettes, pas de trouble de la crasse. Par contre, à l'échographie, il y a un retard de croissance avec un poids fœtal inférieur à 10%. Il n'y a pas de zone de décollement, il n'y a pas d'HRP. Donc, l'urgence s'est dirigée vers la maman, réanimation médicale avec une stabilisation de cette crise, avec tous les produits. Une césarienne en urgence a été pratiquée pour sauvetage materno-fœtal, une assise de grande abondance avec un enfant donc né à 1 kg 350, un Apgar à 4 dixièmes, 6 dixièmes, toujours hospitalisé en unité de soins intensifs. La patiente a présenté tout de suite après, dans le post-opératoire immédiat, une 3e crise convulsive malgré toute la thérapeutique qu'elle avait reçue. Donc, la prise en charge, c'était une réanimation médicale intensive avec des antihypertenseurs, des anticonvulsivants. Sur le plan biologique, une créate un petit peu élevée, une hypoalbuminie, mais sur le plan hépatique et d'hémostase, tout était correct. Nous avons dû pratiquer un angio-IRM cérébral, un angio, qui a prouvé donc un PRES syndrome, donc un PRES syndrome suite à ces 3 crises convulsives dues à son prééclampsie sévère. Donc, une réanimation, une hospitalisation en unité de soins intensifs avec le traitement antihypertensif et anticonvulsivant qui, après la stabilisation de la patiente, on est passé vers la dégression et le sevrage jusqu'à l'arrêt du traitement. La patiente était sortante à J10 du post-opératoire sans complications biologiques. L'enfant est quand même resté hospitalisé en unité de soins néonatale avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë, de l'ictère néonatal et porté sortant à J15 d'hospitalisation. Donc, c'est une autre forme de prééclampsie sévère où c'est l'urgence maternelle qui a pris une urgence plutôt neurologique, une urgence convulsivante. C'est la patiente qui a nécessité une intervention, une urgence. Il n'y avait pas de place à l'attente. Le 13e cas, c'est une autre façon, donc, c'est une autre situation à laquelle l'obstétricien peut se retrouver. Une 39 ans cette fois-ci. C'est une multiparte, ce n'est pas une première perte. Elle a de l'hypertension chronique depuis 6 ans et à 29 semaines et 6 jours, elle est orientée pour une prééclampsie surajoutée et une instabilité tensionnelle. La patiente est déjà sous bithérapie.
Donc, à la réception, tension artérielle à 16,10, des signes fonctionnels importants avec un flot visuel, de l'œdème, une protéinurie à une croix, rien de bien grave, pas de contraction, pas de métrorragie et les VCF restaient corrects et audibles. L'évaluation d'urgence, après l'évaluation clinique, on fait tout de suite une évaluation, c'est-à-dire c'est un trépied clinique, biologique et échographique pour s'orienter. Et là, les biométries étaient sur le P50, biométrie avec un poids fœtal estimé à 1,340 kg, l'indice de résistance ombilicale à 0,75, le placenta est liquide, rien à signaler, et du côté du foie, il n'y a pas de signe d'hématome sous-capsulaire. Par contre, la biologie, quand on a reçu la biologie, des plaquettes à 44 000, des lyses hépatiques, un nombre de cytolyses hépatiques, une insuffisance rénale qui s'installait, de l'acide urique à 97, une hypoalbuminémie et un TCA très altéré. Donc, dans ce cas-là, c'est la biologie qui était au-devant de la scène, un TP à 65. Donc, après cette évaluation première d'urgence, donc l'hospitalisation en unité de soins intensifs et une réanimation immédiate, on était décidément devant un EB syndrome, une instabilité tensionnelle et des signes fonctionnels qui résistaient à toute thérapeutique avec apparition de signes de diathèse hémorragique, une hémorragie conjonctivale, de flou visuel, une obnubulation. Il fallait intervenir en urgence, donc césarienne en urgence pour sauvetage materno-fœtal devant ce HELP syndrome et cette instabilité tensionnelle. Le nouveau-né, 1,50 kg, un Apgar à 5 dixièmes, 7 dixièmes, syndrome de détresse respiratoire aiguë, donc assez important. Il est décédé à J2 de vie. Par contre, pour la maman, la tension artérielle, il y a eu une stabilisation sous traitement, donc en intraveineux. Il y a eu diminution des signes fonctionnels sous sulfate de magnésium et sur le plan biologique, donc reste toujours cette thrombopénie relative à 90 000 avec une créate assez élevée, une insuffisance rénale aiguë, un bilan d'hémostase qui s'améliorait. À ce jour, la patiente, donc c'est le cas de la semaine, la patiente est toujours hospitalisée en unité de soins intensifs pour réanimation. La discussion qu'on pourra voir autour de ces trois cas, c'est que, comme on l'a bien annoncé, l'hypertension gravidique, et aussi bien que la prééclampsie sévère, sont pourvoyeuses donc de situations d'urgence immédiate, mais il faut évaluer rapidement et prendre une décision. Les tableaux cliniques et le profil des patientes sont variables. On a autant affaire à des jeunes qu'à des moins jeunes, des multipares et des nullipares. Le cadre, il faut bien cadrer la prise en charge dès la réception, l'évaluation de l'urgence et la prise de décision. Et cette évaluation permet de décider soit d'intervenir en urgence, donc comme on l'a vu dans l'un des cas que j'ai présentés, soit une surveillance armée, comme on l'a vu sur le premier cas. Les complications, elles sont, on l'a vu, soit obstétricales, biologiques, neurologiques, rénales, cardiaques. C'est une atteinte multisystémique. C'est une cause d'hospitalisation en unité de soins intensifs, aussi bien pour la maman que pour le nouveau-né. Cause de morbimortalité importante, surtout fœtale. Et tout l'enjeu des indications par rapport aux surveillances que se proposent aux obstétriciens, surtout de garde, c'est sur l'évaluation première en urgence, est-ce qu'on va maintenir, c'est tout là l'enjeu de l'indication, est-ce qu'on va maintenir, la situation permet de maintenir la grossesse et de surveiller, ou alors le moment décisif pour intervenir et extraire l'enfant. Donc l'enjeu, c'est maintenir les grossesses versus la décision pour intervenir. Et je vous remercie. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Merci au professeur Fala. Donc, vous n'avez pas dépassé votre temps. Hein. Vous avez utilisé 15 minutes de temps de parole. Donc, on vous remercie pour ça. Ça va nous permettre de rattraper le retard que nous avons accusé au début. Voilà, donc comme convenu, donc la parole est aux participants pour d'éventuelles questions à envoyer au professeur Tremblay qui va les colliger et les faire partager avec le professeur Farah. Professeur Tremblay, vous avez fermé votre micro. Je m'excuse. Je suis sur le chat. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, nous vous entendons OK. bien. Je suis sur le chat en ce moment et puis, écoutez, vous aviez une présentation tellement claire que pour l'instant, il n'y a personne qui m'envoie des questions. Donc, On va attendre. ça va. Est-ce que parmi les participants, il y a des gens qui auraient des questions? Est-ce que vous voulez cesser le partage, Dr. Farah, s'il vous plaît? Oui, je suis en partage en ce moment. Non, mais cessez-le pour qu'on Ah, je le puisse cesse. OK, voir d'accord. les gens à OK, l'écran. OK, d'accord. OK. Donc, parmi les participants, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires sur les cas présentés par Dr. Farah? Ben, écoutez, vous êtes d'une clarté surprenante, chère madame. Je ne vois personne à l'écran. Ben, écoutez. Ah, il y a une main qui s'est levée. Il y a une main. OK. Je m'excuse. Posez votre question. Je n'avais pas vu la main. Allez-y. Donc, merci, professeur Tremblay. Donc, nous remercions le professeur Farah également pour ces 3 cas cliniques intéressants. Donc, je voulais juste poser une question sur le dernier cas. C'était par rapport à la gestion périopératoire, par rapport à ce cas de HELP syndrome où vous aviez un taux de plaquettes à 40 000 ou 25 000 avec un risque hémorragique 44 000. important. Ouais. Merci. Ah, c'est-à-dire la gestion de… C'est pour ça que j'avais pas mis césarienne en urgence parce que l'hospitalisation en unité de soins intensifs laisse le temps d'intervention des réanimateurs, c'est-à-dire la commande de facteurs de sang, la préparation de la patiente et préparer l'acte opératoire avec les moyens. En général, les transfusions ou le passage des plaquettes passent au moment de l'intervention. Et là, quand on découvre un HELP, on sait très bien que la consommation va continuer et le traitement, c'est l'interruption de la grossesse. Et avant que l'insuffisance hépatocellulaire ne s'installe et que les troubles de la crasse deviennent plus graves. Donc, la plaque où j'ai mis hospitalisation en unité de soins intensifs et réanimation, c'est le temps imparti à la réanimation et à la préparation de la césarienne et de l'intervention. Merci. Merci. OK. Ben, écoutez, si je ne vois pas d'autres mains levées et je n'en vois pas, est-ce que le modérateur va se transformer un peu en poseur des questions. Je peux, professeur. Allez-y. Ben oui, allez-y, professeur Diouf. Pour votre premier cas, le premier cas de prééclampsie, pourquoi avez-vous préféré faire la maturation pulmonaire avec la dexaméthasone plutôt qu'avec la bétaméthasone, sachant que la dexaméthasone souvent expose à des troubles du rythme? En fait, on utilise l'une comme l'autre, bétaméthasone, dexaméthasone, mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup plus la bétaméthasone. Sur ce dossier, il y avait marqué dexaméthasone, mais on utilise aussi bien l'une comme l'autre, mais beaucoup plus la bétaméthasone. Vous avez raison de souligner cette remarque. Vous avez raison. Oui, puis je pense aussi que la différence entre les deux agonistes tient aussi à la demi-vie. La bétaméthasone a une demi-vie plus courte que la dexaméthasone. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Bon, écoutez, nous allons passer à la deuxième présentation. Je crois que notre ami Jean-François Meillet n'est pas connecté et c'est lui qui devait faire la présentation du deuxième intervenant. Donc, si vous permettez, je vais la faire. Excuse-moi, il y a une question sur le chat concernant le Valium. Est-ce que tu… Ah, je m'excuse, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu la question sur le chat. Ah oui, d'accord, je m'excuse, je ne l'avais pas vu. Est-ce qu'on prescrit le Valium et si oui, à quelle dose? La question est pour Mme Zora. Ouvrez votre dossier. Oui, on utilise aussi bien le Valium. En fait, j'ai sous les yeux le protocole de la réanimation parce que c'est des dossiers réels. J'ai encore le dossier sous les yeux. On utilise le Gardénal à 80 mg en IM et on utilise 3 ampoules de Valium en perfusion lente sur les 24 heures à renouveler en fonction de la réponse de la patiente. C'est le protocole qu'adoptent nos réanimateurs. Donc, Gardénal 80 mg 3 fois par jour et 3 ampoules de Valium en perfusion renouvelable.
pour la phase critique, la phase aiguë. Ensuite, il y a un schéma de dégression et de sevrage qui se fait au fur et à mesure. Merci. Donc, pas d'autres commentaires. Comme je disais tout à l'heure, nous allons passer au deuxième intervenant et je crois que notre ami Jean-François n'est pas avec nous. Je fais le tour rapidement. Non, je ne vois pas Jean-François. Donc, je vais du mieux que je peux présenter le deuxième intervenant. Il s'agit du docteur Ulysse Pascal Minkoban Zaga-Minko, qui est de Libreville au Gabon, qui est gynécologue obstétricien, maître assistant Université des sciences de la santé de Libreville, qui va nous présenter le cas clinique numéro 2, prééclampsie compliquée d'un hématome rétroplacentaire. Donc, docteur Ulysse Pascal, la parole est à vous. Vous avez 20 minutes. Ouvrez votre micro, peut-être? Oui, je vais ouvrir. C'est parfait. Allez-y, la parole est à vous. Ouvrez votre micro est fermé. C'est bon, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Chers maîtres, nous avons l'honneur de vous soumettre à votre appréciation une situation clinique portant sur l'hématome rétroplacentaire, grade 3A de chair, compliquant une prééclampsie surajoutée sévère sur 19 semaines d'aménorrhée. Alors, l'hypertension artérielle et la grossesse est un problème de santé publique. Toujours au Gabon, l'hypertension est la première cause de mortalité maternelle et de prévalence hospitalière. Nous sommes à 7,8% en 2021 de prééclampsie et la prééclampsie demeure la première indication de césarienne dans notre centre. L'hématome rétroplacentaire, qui est un accident, qui est une complication de cette de prééclampsie, est un accident paroxystique grave, avec une prévalence mondiale de 0,5%. Dans notre service, en 2021, cette prévalence était de 1,53. Le pronostic sévère est fœtal et sévère dans 30 à 50% des cas, et le pronostic maternel est souvent engagé. Ce qui nous a poussé à présenter la situation clinique de Madame X, patiente âgée de 31 ans, mariée sans emploi, qui a consulté au service des urgences pour algie abdominopelvienne associée à des métrorragies sur 19 semaines d'aménorrhée. C'est une multipare avec 4 grossesses, 3 parités, 3 enfants vivants, dont les grossesses précédentes s'étaient déroulées normalement. Le premier contact prénatal à 15 semaines d'aménorrhée a mis en évidence une hypertension artérielle à 15-10 cm de mercure, pas de notion de primipaternité, une grossesse monofœtale évolutive de 15 semaines d'aménorrhée plus 3 jours à l'échographie obstétricale, un bilan prénatal de retentissement de cet HTA avait été demandé, mais qui n'avait pas été fait. Elle avait quand même toutefois été mise sous traitement avec de l'alpha-méthyldopa 500 mg 2 fois par jour. À l'admission, la patiente rapporte la survenue 6 heures avant la consultation d'algie abdominopelvienne densité rapidement progressive sans accalmie, suivie de métrorragie noirâtre au début, puis abondante, mêlée à des caillots de sang. Les signes fonctionnels étaient marqués par une douleur abdominale brutale, permanente, sous forme de crampes continues, très violentes, diffusant rapidement vers les fosses lombaires, la région dorsale et crurale. En fait également de métrorragie noirâtre, d'abondance progressive mêlée à des sangs et des caillots noirs. Elle se plaignait également de vertige. Elle avait un faciès angoissé, elle était tirée un état de conscience conservé avec un Glasgow à 15/15, une pâleur conjonctivelle avec refroidissement des extrémités et une attitude de prostration. Le pouls était filant à 120 par minute et tendait à s'affaiblir et la tension artérielle initiale était à 193 sur 111 mm de mercure et avait chuté 1 heure plus tard, brusquement, arrivant à 130 sur 80 mm de mercure. L'utérus présentait une contracture permanente. Il était augmenté de volume avec une hauteur mesurée à 22 cm. À l'auscultation, nous n'avions pas de bruit du cœur fœtal. Le toucher vaginal présentait un segment inférieur dur, ligneux, tendu.
Le col était dilaté à 2 cm avec une poche d'isobarbone. Le doigtier ramenait des caillots de sang noirâtre. L'examen au spéculum avait permis de mettre en évidence du sang noirâtre en provenance de l'endocol. Au total, il s'agit donc d'une patiente de 31 ans qui a consulté pour des algies abdominopelviennes associées à des métrorragies sur 19 semaines d'aménorrhée. C'est une multipare avec un traitement d'hypertension dépistée à 14 semaines, d'une grossesse mal suivie, avec une tension artérielle à 19-11 cm de mercure, une contracture abdominale, des métrorragies de grande abondance des caillots de sang et une absence de bruit du cœur fœtal. Ce qui nous a donc poussé à évoquer comme premier diagnostic un HRP grade 3A de chair avec des signes en faveur des algies abdominopelviennes, des métrorragies, l'HTA et l'absence des bruits du cœur fœtal. On a également, en second plan, pensé à un avortement tardif hémorragique avec comme signe en faveur des algies abdominopelviennes, des métrorragies et l'absence des bruits du cœur fœtal. Mais les signes en défaveur, nous avons la contracture utérine qui était permanente. Nous avons enfin pensé à un placenta bas inséré hémorragique devant les signes de métrorragie et la gestationnelle, mais la contracture abdominale permanente et les bruits du cœur absents vous faire une erreur diagnostique. Ce qui nous a donc poussé à réaliser un bilan complémentaire à visée diagnostique. À l'aide d'une échographie obstétricale, nous avons pu mettre en évidence une grossesse monofœtale non évolutive de 18 semaines avec un poids fœtal à 330 grammes. Le placenta était postérofondique, grade 1, avec une volumineuse masse hétérogène rétroplacentaire d'environ 5 cm. À la bandelette urinaire, on avait 3 croix de protéines. Le bilan d'évaluation du terrain a mis en évidence sur la numération une anémie sévère à 5 grammes 3 par décilitre, une hématocrite, une thrombopénie à 78 000 plaquettes. Le bilan d'hémostasie était normal, à part la thrombopénie, la fonction rénale et hépatique était perturbée. Nous avons donc retenu le diagnostic de pré-éclampsie surajoutée compliqué d'un HRP grade 3A de chair, d'un L syndrome et d'une insuffisance rénale. L'HRP étant un accident paroxystique aigu qui constitue une véritable urgence médico-chirurgicale. Mais la problématique ici demeure dans l'âge de survenue précoce de cette affection qui aurait pu errer le diagnostic, sachant que c'est une affection que nous voyons le plus souvent au 3e trimestre. Et lorsque nous regardons les statistiques hospitalières, effectivement, nous voyons que dans des centres de référence comme le nôtre, tout comme chez Thiam à Dakar, nous avons une forte prévalence, tandis qu'au Gabon, selon Nzougué en 2020, ou alors Akpaza et Thiéba, les prévalences sont assez faibles. Sur le plan étiologique, nous avons pu mettre en évidence 3 facteurs de risque: l'âge maternel, la découverte d'hypertension avant 15 semaines et un seul contact à 19 semaines. Sachant que selon l'OMS, au cours de la grossesse, 8 contacts sont attendus, notre patiente n'en présentait qu'un à 20 semaines alors qu'elle devait en avoir 2. Et dans la littérature, effectivement, les 3 facteurs de risque sont souvent présentés. Ce qui nous fait dire que la période d'activité sexuelle et le faible niveau économique de nos patients peut expliquer la présence de ces facteurs de risque. Concernant la gravité, nous avons vu que notre patiente a présenté très rapidement un état de choc avec un L syndrome et une insuffisance rénale. Ce sont des anomalies qui découlent effectivement d'une prise en charge tardive de la prééclampsie. La classification de Sher, selon nos statistiques hospitalières, nous avons 12% de grade 1, 24% de grade 2 et 64% de grade 3. Tout comme Kanta qui présente 24% de grade 2 et grade 3, 75%, Abdelkader présentait 86%. Il faut dire que le diagnostic et la prise en charge en urgence peuvent permettre de rattraper des HAP de type grade 2 de chair. Notre prise en charge avait pour but de sauver la gestante, d'interrompre la grossesse, de corriger les troubles métaboliques. Les moyens utilisés étaient les mesures de réanimation, médicamenteux et obstétricaux. Devant le choc hémorragique, nous avons donc procédé à des mesures de réanimation, puis nous avons plus ou moins été forcés de réaliser une césarienne en urgence, laquelle a permis l'extraction d'un fœtus
mort-né masculin de 300 grammes. L'examen du placenta a mis en évidence un hématome qui n'avait pas été pesé, mais dont la cupule mesurait 6 cm. Il s'est ensuite installé une atonie utérine qui a été traitée avec une compression utérine par la méthode de Bellinch. La prise en charge en post-opératoire immédiat a été faite en réanimation à l'aide d'antihypertenseurs. Nous avons donc utilisé une transfusion de 5 kg érythrocytaires, 2 plasmas faits congelés, 2 concentrés plaquettaires, la dexaméthasone pour la cure du syndrome de l'hydratation, une hydratation à 3 litres, des utérotoniques, ocytocine et misoprostol et des Lovenox à dose associée à de la sur le plan biologique, un amendement d'amélioration, toutefois, l'urée et la créate demeuraient élevées, ce qui a motivé le transfert de notre patiente dans un service de cardiologie et de néphrologie. Concernant la prise en charge, nous avons opté pour une césarienne d'urgence associée à une compression utérine par la technique de Bellinch et une hospitalisation en réanimation. Il faut dire que la césarienne a été réalisée pour sauvetage maternel et dans notre service, la tenue utérine est une habitude et nous traitons systématiquement nos cas d'atonnie utérine à l'aide de la technique de Bellinch. L'hospitalisation systématique en réanimation également pour tous les cas de pré-éclampsie sévère. Sur le plan du pronostic, nous voyons que le pronostic maternel était favorable après 5 jours en réanimation. Dans la littérature, on trouve les mêmes résultats. Toutefois, on note un taux de décès maternel qui voisine autour de 5% et le pronostic fœtal présente une mortalité néonatale aux alentours de 77%. Nous pourrons dire donc que le pronostic fœtal dépend de l'âge gestationnel, du mode d'accouchement, du délai d'évacuation utérine, du poids de naissance et surtout de la sévérité de l'hématome rétroplacentaire. Monsieur le Président, ce cas clinique révèle un intérêt double. Au terme de ce travail, nous avons donc pu comprendre que devant une métrorragie associée à des douleurs abdominopelviennes sur une grossesse avec une hypertension avant 20 semaines d'aménorrhée, le diagnostic d'hématome rétroplacentaire. Aussi, la réalisation de la césarienne peut être possible pour un petit âge gestationnel dès lors que le pronostic vital de la mère est en jeu. Monsieur le Président de séance, nous sommes arrivés au terme de notre présentation. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement clair. Est-ce que j'ai des questions au chat? En ce moment, je n'en vois pas. Est-ce que vous voulez cesser le partage, s'il vous plaît, de sorte qu'on puisse revenir avec un écran? Oui, j'ai vu je vois la main levée de Mme Farah. Allez-y, ouvrez votre micro et posez votre question. Puis je vois aussi que, non, je pensais que c'était mon ami Jean-François, mais ce n'est pas lui. Oui, c'est bien lui, c'est bien lui. J'ai eu des problèmes à me connecter. J'ai dû rejoindre mes assistants pour travailler avec vous. OK. Je m'excuse pour ce désagrément. Il n'y a pas de souci, Jean-François. Écoute, tu prendras le relais. Je vais terminer avec cette présentation-là, puis tu prendras le relais, d'accord? Tantôt. D'accord. D'accord. OK. Donc, professeur Farah, la parole est à vous pour la question. Qu'il avait utilisé pour l'atonie utérine. Je ne sais pas, est-ce que vous procédez aux ligatures vasculaires qui sont très intéressantes dans ces situations-là où on a l'effet des produits vasoactifs et qui, surtout en situation d'HRP, vous avez fait le Bellinch, mais est-ce que vous utilisez les ligatures vasculaires, la triple ligature de Tchernikov ou alors en cas d'atonie réfractaire, les hypogastriques, mais surtout la triple ligature qui est très accessible. Merci. Oui,
Merci pour l'intérêt que vous portez à ce travail. Nous avons décidé d'opter pour la technique de Belich parce que nous considérons qu'elle était la plus aisée. Et dans notre pratique courante, nous avons 100% de réussite. C'est la raison pour laquelle, certes, il y a des fois, au début, on faisait des ligatures, mais c'est une attitude de service et qui nous donne de bons résultats. OK. J'ai une question sur le chat qui provient de Amal Damani. Quel est le rôle du médecin urgentiste face à la éclampsie et HRP avant que la patiente arrive à la réanimation? Si possible, quelle est la première conduite à tenir? Vas-y. Merci. Le médecin urgentiste, il aide à la prise en charge médicale. C'est-à-dire que dès lors que la patiente arrive, le conditionnement, les mesures de réanimation sont prises en charge d'abord par le médecin urgentiste et ensuite l'obstétricien et toute l'équipe en général mettent la main pour pouvoir poursuivre la prise en charge. OK. Est-ce que j'ai d'autres questions dans l'assistance? Je vais sur mes deux tableaux. Je ne vois pas de main levée. Est-ce que je me trompe? Je ne pense pas. C'est bon. Ah, professeur Farah, non? Yves? Non, c'est pour M. Cissé, il lève la main. Ah, OK, d'accord. Excuse-moi, je sais que je n'ai pas vu ta main. Oui, merci beaucoup. Bon, je voulais féliciter mon collègue du Gabon pour sa belle présentation. Alors, j'ai bien aimé la recommandation qu'il a faite à la fin, parce que j'avoue que sur une grossesse aussi jeune, dans un tel contexte, je n'aurais sûrement pas pensé à un hématome rétroplacentaire. 300 grammes jusqu'à aller à opérer, j'avoue qu'on hésiterait beaucoup. Mais finalement, je crois que sa perspicacité lui a donné raison. Et je crois que c'est une leçon à retenir aussi et que malgré un âge gestationnel très, très jeune, on peut quand même se retrouver devant un hématome rétroplacentaire. Merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. Merci beaucoup. Et bonne arrivée à mon collègue Meillet. Merci. Je voudrais juste ajouter, Yves, si tu me permets, sur ce cas, nous avons aujourd'hui à Libreville une attitude agressive vis-à-vis de l'hypertension artérielle et vis-à-vis des complications hémorragiques. Et comme vous avez vu sur ce cas, en dehors du problème, de la problématique de l'hypertension artérielle, il y avait surtout un problème de spoliation sanguine. Donc, ce qui nous a conduit pour ne pas attendre, parce qu'on a des difficultés à trouver du sang et on ne peut pas évaluer le délai que ça va prendre pour évacuer complètement l'utérine. Donc, il nous arrive aujourd'hui, dès l'instant où on a cette difficulté-là, d'aller très vite, de faire une césarienne. Et même pour l'hypertension, pour éviter qu'on arrive aux complications, il faut tout de suite évacuer l'utérus pour pouvoir épargner les femmes, peut-être sauver aussi l'enfant. Donc, c'est vraiment une attitude agressive qu'on a adoptée et qui nous donne de très bons résultats parce que la tergiversation fait qu'on ne sait pas quelle quantité de sang elle pourrait perdre, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver dans les minutes qui suivent et ce qui a pu sauver cette dame aussi. Voilà, c'est le commentaire que je voulais faire sur ce cas. OK. J'ai encore une question sur le chat et ça va être la dernière avant qu'on passe à la prochaine présentation. Pourquoi les dames ne consultent pas en prénatal? Est-ce qu'elles doivent défrayer un coût? Merci encore pour la question. En effet, selon les recommandations, déjà sur le plan culturel, parce que là on est en début de grossesse, les femmes ne viennent pas souvent très rapidement consulter les médecins. Donc, ce qui fait en sorte qu'on pourrait les voir aux alentours de la 20e semaine parce que la grossesse pourra encore être cachée. Mais par rapport à la politique nationale, il y a une assurance maladie qui couvre les frais des consultations prénatales. Donc, logiquement, ces consultations sont gratuites. Mais culturellement, souvent, il y a ce frein qui fait en sorte qu'elles ne viennent pas consulter tôt, mais plutôt viennent consulter lorsque la complication se présente et d'où le cas présenté. Oui, en fait, la culture fait en sorte que parfois la voie entre la patiente et le médecin peut être un petit peu tortueux. Écoutez,
sans plus attendre, nous allons passer à la troisième présentation et je repasse la parole à notre ami professeur Diouf qui va présenter la prochaine intervenante, Madame Olive Ambamboula. Bien, merci professeur Tremblay. Donc, je m'en vais donc vous présenter le prochain orateur, qui est le docteur Olive Ambamboula Yalala. Donc, notre collègue est gynécologue obstétricienne à l'université de Kinshasa et elle exerce à l'université de Kindu. Elle est diplômée de l'université de Lille 2 en France dans le cadre du DMFS, diplôme de formation médicale supérieure, depuis 2017. Elle est par ailleurs diplômée de médecine et chirurgie accouchement à l'université de Kinshasa, et ceci depuis 2006. Elle est auteure de nombreuses publications dans le domaine de l'obstétrique et particulièrement dans le domaine de la prééclampsie sévère, où il y a notamment une publication sur l'issue néonatale après prématurité induite dans les cas de prééclampsie sévère dans les grandes maternités de Kinshasa. Donc, chers collègues, docteur Ambamboula, vous avez la parole pour nous présenter votre ou vos cas cliniques. Donc, dès que vous faites le partage d'écran, vous pouvez commencer. Faites le plein écran, faites-le plein écran et puis commencez, s'il vous plaît. Sinon, s'il y a des difficultés, je pense que vous pouvez... Voilà, d'accord, c'est bon, parfait, c'est bien. Nous vous écoutons. Je pense que vous avez fermé votre micro. Vous avez fermé votre micro, docteur, je crois. Hein? On ne vous entend pas? OK. Voilà, c'est bon maintenant. C'est bon. Merci beaucoup pour la parole. Nous avons l'honneur de vous présenter ce jour notre cas clinique sur le HEP syndrome. C'est un cas que nous avons reçu dans notre maternité. Nous sommes tous sans ignorer que le HEP syndrome est une complication grave de la prééclampsie qui entraîne une morbimortalité materno-fétale très élevée et en particulier dans les pays en voie de développement étant confrontés à des défis dans le diagnostic ainsi que dans la prise en charge. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre cas qui est une prééclampsie sévère compliquée de syndrome HEP sur une grossesse gémellaire que nous avons reçue dans notre maternité. En bref, il s'agit d'une patiente primipare, primigeste, âgée de 29 ans, qui était porteuse d'une grossesse gémellaire monochorio-biamniotique de 32 semaines, qui était transférée par un centre médical pour prise en charge de son hypertension artérielle. Elle n'avait pas d'antécédents morbides, elle n'avait même pas encore commencé les CPN et elle n'était pas reconnue hypertendue. À son admission, elle s'est plaignée de céphalée intense, de vision floue ainsi que de vertige. Elle était somnolente parce qu'elle avait bénéficié du diazépam avant son transfert. Ses conjonctives palpébrales étaient colorées à la limite et les conjonctives bulbaires étaient subutériques. Sa tension artérielle était élevée à 180 sur 120 mm de mercure. La fréquence respiratoire était à 20 cycles à la minute. Elle avait des édèmes au niveau des membres inférieurs prenant les goudets. Son indice de masse corporelle était chiffré à 29,7 et elle s'attirait à l'air libre à 87%. À l'examen pulmonaire et au niveau cardiaque, il n'y avait rien de particulier. Elle avait une hauteur utérine à 37 cm. On notait plusieurs portes fœtales au niveau de manœuvre de Léopold et les BCF étaient inaudibles au pinard. Au toucher vaginal, elle avait un col ramolli et admettant la pulpe digitale à l'orifice externe. La présentation était haute et mobile. Les bassins étaient cliniquement estimés bons.
Au vu de ces éléments, nous avions pensé à une préclampsie sévère sur grossesse gémellaire de 32 semaines avec mort de 2 fœtus unitaires. Nous avons admis la gestante dans notre unité de soins intensifs. Avec l'équipe de réanimation, nous avons placé des abords veinés. D'un côté, il y avait l'abord veiné avec le sérum glycophysiologique et de l'autre côté, il y avait la perfusion de l'oxène. Nous avons placé la sonde urinaire à Demer. Nous avions débuté le traitement avec le sulfate de magnésium sous le schéma Pritchard. Nous avons mis les saturomètres pour l'oxymétrie. L'échographie faite en urgence avait fait état d'une grossesse gémellaire monochorio-biamniotique de 32 semaines avec les 2 fœtus morts unitaires. Le premier fœtus était en présentation transversale. Du bilan demandé en urgence, nous avons eu les ratios protéinuriques créatinémie élevés à 72,8. L'acide urique était pathologique à 8,8. La créatinémie à 1,4. L'urée à 47. La glycémie à 119. L'hémoglobine glyquée était à 4,2. Il y avait une hyponatrémie à 103. Les enzymes hépatiques étaient très élevées. ASAT était à 123, ALAT à 89. Il y avait une hypoplaquétose à 103 000 par millimètre cube. Elle avait un taux d'hémoglobine très bas à 8,7 et une hémoconcentration hématocrite à 34. Le temps de saignement était à 7 minutes 35 secondes et le temps de coagulation à 11 minutes 7 secondes. Devant ce tableau clinique, avec ce profil biologique chez une patiente présentant une préclampsie sévère, nous avions conclu à un LEP syndrome avec hyponatrémie sévère compliquée des morts unitaires, sur grossesse gémellaire de 32 semaines avec un premier fœtus en transversal. Nous avons demandé d'autres bilans complémentaires afin de détecter certaines lésions organiques. Parmi ces bilans, nous avons demandé l'échographie abdominale, une échographie cardiaque, un ECG, qui n'ont pas révélé de lésions organiques. Nous avons indiqué une césarienne, mais après la transfusion des kilos globulaires et des kilos plaquettaires. La césarienne pratiquée nous avait permis d'extraire 2 fœtus morts de sexe masculin, pesant respectivement 1220 et 1100 grammes. Les fœtus n'étaient pas encore macérés, avec un placenta unique. Les suites post-césariennes étaient simples. La patiente était mise sous l'oxène à libération progressive. Il y avait une antibioprophylaxie et sa tension variait entre 150 sur 100 et 130 sur 90 mm de mercure. À la veille de sa sortie, nous avons fait un bilan contrôle qui avait montré une certaine amélioration. Le RPC était sorti de 72,8 à 34,7. La créatinémie à 0,8, l'urée à 37 mg par décilitre et la glycémie à 108 à 103. L'anatrémie est remontée à 131, la SAT à 52 partant de 123, ALAT à 41 sortant de 89. Le taux de plaquettes était remonté à 168 000 sortant de 103 000 et l'hémoglobine qui était à 8,7 est remonté à 11,7, l'hématocrite à 32. Nous avons jugé sa sortie au 9e jour après sa césarienne, mais avec un programme très précis. Donc, elle devait faire un contrôle à domicile de sa tension artérielle tous les jours. Il y a un rendez-vous médical toutes les semaines pour le contrôle de RPC et des transaminases hépatiques. Une contraception lui était prescrite et un rendez-vous était fixé à la 10e semaine post-césarienne pour un bilan complet du cœur, des reins ainsi que du foie. Et ce bilan devait être fait chaque année. Mais la patiente avait disparu et n'est plus rentrée pour les contrôles. Ce que nous retenons de ce cas, Monsieur le Président, est que la prééclampsie sévère
et un syndrome de perte de sel que nous appelons self-washing syndrome, qui entraîne la production par le placenta qui est déjà ischémié de substances natriurétiques qui sont à la base de la perdition et de la perte de sodium, entraînant ainsi une hyponatrémie, ce qui va aggraver l'hypovolémie et entraîner la mort fœtale unité au cas de notre gestante ici. Le problème, c'est les retards avec lesquels les femmes viennent faire leur consultation prénatale. Jusqu'à 32 semaines, notre gestante n'avait pas encore débuté la consultation prénatale. Et même les rendez-vous qui étaient donnés à la fin, elle n'était plus revenue pour suivre tous les programmes de sa pathologie. Voilà un peu les défis que portent les pays en voie de développement en ce qui concerne le suivi de la prééclampsie sévère qui expose beaucoup de dames à des complications comme le HELLP syndrome. Voilà, Monsieur le Président, avec plaisir les cas de HELLP syndrome que nous avons reçus dans notre service, que nous avons voulu partager avec vous, et nous vous disons merci pour votre aimable attention. Bien, merci Dr Ambaboula pour cette présentation, ce cas clinique très intéressant de HELLP syndrome. Alors, j'interpelle le professeur Tremblay pour voir qu'est-ce qu'il y a au niveau du chat. Est-ce qu'il y a des questions? Dr Ambaboula. Au niveau du chat, on n'a pas de questions en ce moment. Tout était très clair. C'est juste dommage que cette dame-là ait disparu comme ça. C'est dommage. Donc, Dr Ambaboula, est-ce que vous pouvez sortir, interrompre le partage d'écran pour que nous puissions voir. On pourra peut-être demander éventuellement, si vous le permettez, s'il y a des participants qui veulent poser des questions. Jean-François, je voudrais poser une question au docteur Olive. Oui, allez-y, professeur Meillet. Oui, je voulais savoir, finalement, quelle a été l'indication de la césarienne? Est-ce que parce que le J1 était en transverse ou bien parce qu'elle présentait ce HELLP syndrome? Selon vous, qu'est-ce qui a motivé la césarienne? Docteur Ambaboula, avant de répondre, est-ce que vous pouvez interrompre le partage d'écran puisque nous puissions voir les participants? Vous faites échappe. Docteur Ambaboula. Voilà, parfait, c'est bien. Voilà, vous pouvez répondre maintenant. Merci beaucoup. Étant donné que le premier jumeau était en transversal, nous avons voulu faire cette césarienne. La question était de savoir si uniquement l'indication était obstétricale ou bien l'indication était liée à l'hypertension. D'autant plus que les deux jumeaux étaient déjà décédés. Est-ce que vous aviez une évolution de la prééclampsie, voire du HELLP syndrome qui vous a inquiété pour que vous arriviez à… En d'autres termes, si les deux jumeaux étaient en position longitudinale, est-ce que vous alliez tenter la voie basse? Merci beaucoup pour cette question. Ici, d'abord, l'indication était beaucoup plus maternelle. Étant donné, avant qu'il y ait la stabilité des chiffres tensionnels, il y avait vraiment une persistance de la hausse des chiffres tensionnels au début. Et l'idéal pour nous était d'abord d'évacuer l'utérus, d'évacuer ces placentas qui posaient des problèmes. Et en deuxième lieu, il y avait aussi cette présentation transversale, mais beaucoup plus, c'était d'abord les chiffres tensionnels. OK. Merci. Je suis modérateur, mais non, oui. la discussion est peut se conduire sur le fait que ce qu'on sait un peu, peut-être ça a changé, c'est que dès l'instant où les fœtus ne vivent plus, je pense que dans la pratique obstétricale qu'on avait souvent, c'est que parfois ça améliorait quelque peu les chiffres tensionnels. Donc c'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que dans cette optique, c'était essentiellement parce qu'on avait un problème obstétrical ou bien il fallait résoudre un problème d'hypertension pour l'évacuation utérine. Je dis aussi notre attitude, souvent lorsque le bébé est vivant, bien sûr, nous sommes systématiques à évacuer l'utérus parce que le premier traitement de la prééclampsie, comme tout le monde le sait, c'est l'évacuation utérine. C'est pourquoi je voulais savoir si le fait que l'enfant soit décédé, est-ce qu'il aurait pu envisager une voie basse?
Non. Oui, donc, Merci. docteur Ambaboula. Oui, oui, merci beaucoup. Ici, chez nous, l'indication était beaucoup plus maternelle parce qu'il y avait vraiment une persistance des chiffres tensionnels au début qui allait même jusqu'à 250 à un certain moment. Alors, l'essentiel et l'idéal était pour nous d'évacuer d'abord cet utérus-là. Si les chiffres tensionnels étaient stabilisés et que l'enfant n'était pas, les premiers jumeaux n'étaient pas en présentation transverse, on n'était pas obligé de faire une césarienne en urgence. Mais nous avons fait cette césarienne, c'était juste pour stabiliser d'abord les chiffres tensionnels chez la maman. OK, merci. Oui, Cheikh, vas-y, mon ami. Vas-y, la parole est à toi. Ton micro est fermé, cher. Alors, merci à notre collègue de RDC pour ce cas clinique intéressant. Alors, je voulais rebondir sur la question posée par le professeur Bélier. Alors, moi, dans votre présentation, j'ai été étonné par une chose. Bon, c'est vrai qu'on a souvent des conditions d'exercice difficiles, mais vous êtes en présence de HELP syndrome. Vous l'avez opéré que le lendemain. Alors qu'on sait que c'est une urgence extrême. La coagulation aurait pu se détériorer davantage et vous amener dans une course sans fin. Même avec un bilan minimal, je pense que moi, en tout cas, moi, j'aurais opéré. Maintenant, par rapport à la question posée par Jean-François, que les enfants soient vivants ou pas, devant un tel tableau, moi, j'aurais choisi d'opérer parce que le risque hémorragique l'emporte sur toute autre considération. Voilà le commentaire que je voulais faire. Merci beaucoup. Merci. Professeur Cissé. Je pense qu'au niveau du chat, il y a un commentaire, je crois. Oui, on a un commentaire dans le chat. Est-ce que les corticostéroïdes avaient une place dans cette prise en charge? Docteur Ambaboula, est-ce que… On n'a pas bien saisi la question. Oui. Est-ce que les corticostéroïdes avaient une place dans cette prise en charge du HELP syndrome? En tout cas, je ne vous saisis pas très bien. Est-ce que l'emploi de corticostéroïdes, la corticothérapie, la dexaméthasone ou la bétaméthasone avait une place dans cette prise en charge? Le dexaméthasone, nous donnons pour la corticothérapie. Étant donné que les deux fœtus étaient déjà décédés, on ne voit plus la peine de donner la corticothérapie. OK. Merci. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions dans les participants. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à mon ami Jean-François Meillet pour la présentation du dernier orateur, le professeur Mohamedou Mansour Niang du Sénégal. Jean-François, la parole est à toi. Merci beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité d'échanger avec le professeur Mansour Niang. Je sais que c'est un jeune collègue que je connais très bien et qui est très brillant. Par contre, je vais demander peut-être à Diouf s'il peut le présenter rapidement avant de poursuivre pour animer sa présentation. Alassane, je ne sais pas si tu peux présenter Niang rapidement. Toi, tu le connais très bien parce que je n'ai pas eu sa biographie. Est-ce qu'Alassane m'écoute? Oui, je t'entends, oui. Donc, le professeur Mansour Niang est un éminent, effectivement, gynécologue obstétricien, donc diplômé de Dakar. C'est un ancien interne des hôpitaux. C'est un ancien assistant et maître assistant au niveau de la faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop en gynécologie obstétrique. C'est un agrégé en gynécologie obstétrique depuis maintenant 4 ans. Et donc, il a, sous la coupole du professeur Cissé, effectué de nombreux travaux dans le domaine de la gynécologie, dans le domaine de l'obstétrique, et particulièrement dans le domaine de l'obstétrique, dans le thème qui nous rassemble aujourd'hui, qui porte donc sur l'hypertension artérielle et ses complications. Le professeur Niang s'intéresse en plus donc de l'obstétrique à l'endoscopie chirurgicale, mais aussi à la chirurgie vaginale et à la colposcopie. Donc, c'est un jeune collègue qui apporte beaucoup et que nous avons le plaisir d'écouter cet après-midi. D'accord, voilà. Je vais juste ajouter que le docteur Niang, que j'ai eu le plaisir de connaître au cours de son concours, qui est un sujet très brillant,
Et donc, je voudrais lui adresser toutes mes félicitations et toutes mes salutations pour lui dire que depuis quelques temps, même si je ne le vois pas, je suis un tout petit peu son activité et nous sommes très fiers de tout ce qu'il fait. Tu as la parole, mon cher ami. Docteur Niang, si tu m'écoutes, tu as la parole. Merci, cher maître. Donc, nous remercions le professeur Diouf pour cette présentation sur notre modeste personne. Donc, nous remercions également la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie, donc, qui nous associe aujourd'hui à ce webinaire, donc, qui porte sur les syndromes vasculo-rénaux associés à la grossesse. Donc, nous voudrions participer en présentant 2 cas cliniques, donc, portant sur l'éclampsie et la pré-éclampsie sévère. Excusez-moi. Alors, nous savons tous, comme l'ont dit nos prédécesseurs, que ces syndromes vasculo-rénaux posent un problème de santé publique, participent à la mortalité maternelle et néonatale dans nos pays. À titre d'exemple, donc pour les 3 derniers mois, de juin, juillet et août, dans notre service, nous avons colligé 25 cas de pré-éclampsie, donc soit 8 cas par mois, 22 cas d'hypertension artérielle gravidique, 1 cas d'éclampsie et 4 hématomes rétroplacentaires, ce qui fait au total 52 cas de syndrome vasculo-rénaux, en moyenne donc 1 cas tous les 2 jours. Une thèse également en cours dans le service qui a colligé les cas entre 2019 et 2020, donc a retrouvé sur une population de 4290 gestantes et parturientes, 326 cas d'hypertension artérielle associés à la grossesse, ce qui fait une fréquence de 7,6% donc des gestantes et parturientes, 96 hypertension artérielle gravidique, soit 2,2%, et nous avons noté une prédominance des pré-éclampsies, donc qui constituent 5,4%, donc des hypertensions artérielles associées à la grossesse. Parmi ces cas de pré-éclampsie, donc entre 2019 et 2020, nous avons pris en charge 110 pré-éclampsies sévères, donc ce qui fait 2,6%. Alors, vous voyez bien donc qu'il y a une diversité des formes cliniques dans les syndromes vasculo-rénaux. Donc, l'objectif de notre présentation, c'est de partager 2 cas cliniques que nous avons pris en charge à l'hôpital Institut d'hygiène sociale, donc au mois de juin et août 2022. Il s'agissait d'un cas de pré-éclampsie sévère et d'un cas d'éclampsie. Pour le premier cas, il s'agissait d'une patiente de 27 ans qui est ménagère, mariée dans un régime monogame et qui avait un niveau socio-économique jugé faible. C'était une deuxième geste primipare. On notait un antécédent d'accouchement prématuré à 7 mois. Donc, nous n'avons pas retrouvé la cause. Le nouveau-né était décédé à J3 de vie. Elle n'avait pas d'antécédents médicaux et chirurgicaux particuliers. C'est une patiente qui nous était référée d'un hôpital qui appartenait à notre district pour prise en charge d'une grossesse pathologique. Sa date de dernière règle était inconnue et l'examen du carnet de suivi prénatal a permis de juger ce suivi de mauvaise qualité. Elle n'a eu à effectuer que 2 consultations prénatales et le premier contact, malgré son antécédent d'accouchement prématuré, était tardif. La première échographie également n'était réalisée qu'à 22 semaines d'aménorrhée et 4 jours. Et c'est sur la base de cette première échographie que nous avons estimé le terme de la grossesse à l'admission à 35 semaines d'aménorrhée et 3 jours. Toujours dans l'examen du carnet de suivi prénatal, nous avons pu objectiver un bilan prénatal qui était incomplet, notamment l'absence de réalisation de l'albuminurie, donc qui, du fait de la fréquence de ces syndromes vasculo-rénaux, est un examen obligatoire dans notre contexte. Donc, il n'y avait pas également, entre autres, la réalisation des sérologies classiques. Comme particularité, nous avons noté une glycémie à jeun
probablement faite tardivement parce qu'elle a eu son premier contact tardif, mais qui était à 0,98, mais qui n'a pas fait l'objet d'un suivi particulier. Elle n'a pas eu une hyperglycémie provoquée par voie orale, donc ça s'est limité à cette glycémie à jeun à 0,98. La patiente était du groupe O négatif. Là également, il n'y avait pas de suivi particulier. Alors, l'hypertension artérielle est apparue à 35 semaines, soit même le jour de la référence dans notre service, et elle était accompagnée de céphalées tenaces. Donc, au mode d'admission, on l'a dit, c'est une patiente qui était référée, donc elle se plaignait de céphalées en casque, qui étaient rebelles aux antalgiques usuels. L'examen général avait noté un assez bon état général, ses muqueuses étaient colorées. Elle avait un poids à 120 kg pour une taille de 1,45 m, donc ce qui fait un indice de masse corporelle à 57. La tension artérielle l'hypertension artérielle était sévère, 204 pour la diastolique, 204 pour la systolique et 149 pour la diastolique, un pouls à 119 battements par minute. L'examen obstétrical avait noté une autoriférine à 30 cm avec une paroi abdominale qui était infiltrée. On notait un aspect en peau d'orange du fait de l'œdème généralisé. Les mouvements actifs du fœtus étaient présents et avec un rythme cardiaque fœtal qui était à 122 battements par minute. Le toucher vaginal avait objectivé un col postérieur long, déhissant avec une présentation qui était haute et inappréciable, un segment inférieur mal amplié, donc probablement en rapport, vu sa taille, peut-être avec un bassin qui était rétréci. Nous avons réalisé l'albuminurie en urgence à la bandelette, ce qui a objectivé 3 croix et une glycémie capillaire par le dextro qui est revenu à 0,94 g par litre. Au terme de l'examen, nous avons conclu à une deuxième geste primipare de 27 ans qui avait eu un antécédent d'accouchement prématuré avec un décès néonatal et qui était porteuse d'une grossesse de 35 semaines d'aménorrhée et 3 jours, chez qui l'examen avait retrouvé une hypertension artérielle systolo-diastolique sévère, une albuminurie à 3 croix associée à une obésité morbide. Le diagnostic retenu était celui d'une grossesse de 35 semaines d'aménorrhée et 3 jours avec une prééclampsie et une obésité morbide. Donc, la patiente a reçu des soins en urgence, notamment pour la prise en charge de cette hypertension artérielle sévère avec une perfusion de nicardipine 10 mg, la mise en place d'une sonde urinaire à demeure pour apprécier la diurèse et une maturation pulmonaire fœtale. Donc, l'évolution des chiffres tensionnels était favorable. Elles sont passées de 204-149 à 150-100 mm de mercure en 24 heures, avec parfois des rebonds. Nous avons réalisé un bilan pronostic, ce qu'on fait systématiquement pour les cas de prééclampsie, un bilan pronostic qui associe des examens biologiques et biochimiques, mais également une échographie obstétricale. Donc, sur les examens biologiques, nous avons pu noter une légère élévation des transaminases, donc avec les azotes à 46, à 41, mais surtout une hyperuricémie à 112 mg par décilitre qui nous laissait penser à un état fœtal non rassurant. L'échographie obstétricale réalisée était en faveur d'une grossesse de 33 semaines d'aménorrhée et 1 jour monofœtal, avec un fœtus qui était en présentation du siège décomplété, mais les faits marquants étaient l'absence, quasi-absence de liquide amniotique et un Doppler qui était perturbé. En effet, on avait noté une diastolique qui était nulle au Doppler. L'estimation du poids fœtal était à 1740 grammes. L'enregistrement du rythme cardiaque fœtal notait un tracé qui était micro-oscillant avec quand même un rythme de base qui était normal. Nous nous excusons ici de la qualité de cette photo que nous avons prise dans le dossier de la patiente. Donc, qui note sur un enregistrement du rythme cardiaque fœtal sur 15 minutes, vous voyez le tracé qui est presque plat, donc micro-oscillant, et nous notons que sur ce tracé, il n'y a pas de salve qui dénote d'une réactivité du fœtus. Donc, on a un tracé ici qui est micro-oscillant et qui est réactif.
Donc là, c'est son cliché pour le Doppler et on voit clairement qu'il n'y a pas d'onde diastolique, donc une diastolique qui est nulle et qui témoigne d'un mauvais état du fœtus. En conclusion, donc, nous avons retenu le diagnostic d'une prééclampsie sévère, donc avec suspicion de retard de croissance intra-utérin et d'un état fœtal non rassurant et un fœtus en présentation du siège. La décision d'une césarienne a été prise en urgence et la césarienne a permis de faire naître un fœtus de sexe un nouveau-né de sexe masculin qui pesait 1600 grammes avec un Apgar à la première minute à 7/10, puis 8/10 à la 5e minute. Le nouveau-né a été transféré en unité de néonatologie et en post-opératoire, la patiente était admise en unité de soins intensifs. Les données du suivi post-opératoire, donc elle a reçu le traitement antalgique habituel, l'ocytocine, mais également poursuivi le traitement pour l'hypertension artérielle, donc avec la nicardipine. Nous avons institué en réanimation une héparinothérapie du fait de son obésité, mais également des syndromes de la prééclampsie qui constituent des facteurs de risque associés aussi à la césarienne. Le sérum anti-D a été administré parce que le nouveau-né était du groupe A positif. L'hypertension artérielle a bien évolué avec une diastolique qui restait quand même supérieure à 100 mm de mercure, avec une diurèse qui était normale. L'examen de la patiente également avait noté une bonne rétraction utérine des lochies qui était normale. L'évolution était favorable chez le nouveau-né et la sortie de la patiente était autorisée au bout de 4 jours avec un rendez-vous pour ses consultations postnatales. Alors, ce cas clinique nous a fait penser à quelques commentaires. Donc, d'abord, par rapport au suivi prénatal, nous avons noté un premier contact qui était tardif, donc chez une patiente quand même qui avait un antécédent d'accouchement prématuré. Donc, lors de la première grossesse, avec un décès néonatal à J3. Malgré cet antécédent également, les consultations prénatales n'étaient pas régulières. Elle n'a eu que 2 consultations prénatales. Et si on examine le carnet, nous avons noté que les mesures préventives n'étaient pas respectées, notamment ici. Donc, le bilan prénatal incomplet, l'absence de prise en charge de la glycémie à jeun anormale, du rhésus négatif, et surtout le retard de croissance intra-utérin qui n'était pas dépisté, donc que nous n'avons dépisté qu'à l'admission, donc lorsqu'elle a été référée. Il y avait donc une présence de facteurs de risque de prééclampsie, l'obésité, le diabète gestationnel. Donc, malgré tout, il y a eu une absence de prévention donc, de l'hypertension artérielle de la grossesse. L'issue était favorable quand même chez la mère et le nouveau-né, du fait d'une prise en charge qui était diligente. Alors, nous recommandons de sensibiliser les patientes sur l'importance des consultations prénatales recentrées, de leur conseiller une prise hebdomadaire de la tension artérielle, donc promouvoir l'automesure de la tension artérielle, surtout chez des patientes qui sont à risque d'hypertension artérielle associée à la grossesse, parce qu'on sait que habituellement, la prise de la tension artérielle n'est faite que lors des consultations prénatales, alors qu'entre 2 consultations prénatales, l'hypertension peut bien s'installer et évoluer vers des complications. Il faut renforcer aussi la formation continue des prestataires qui s'occupent des consultations prénatales. Le deuxième cas clinique que nous voulons partager concerne une patiente de 25 ans, ménagère également, mariée dans un régime monogame et qui avait un niveau de vie socio-économique jugé moyen. Donc, la patiente était une deuxième geste primipare. Elle avait un enfant vivant âgé de 2 ans. Donc, l'interrogatoire n'avait pas noté d'antécédents médicaux et chirurgicaux. Il s'agit d'une patiente qui était amenée par ses parents parce qu'elle aurait fait des crises convulsives à domicile sur une grossesse qui était près du terme. Là également, la date des dernières règles était inconnue de la patiente et le suivi prénatal était jugé de mauvaise qualité, malgré qu'elle ait fait 4 consultations prénatales. La première était tardive. La première échographie également était faite tardivement, à 19 semaines et 2 jours.
donc ce qui permettait dater la grossesse à 36 semaines et 5 jours. Alors, sur le carnet, il n'y avait pas d'hypertension artérielle. Bon, la dernière consultation était faite à 36 semaines, donc, mais la tension artérielle était normale, ce qui renforce notre recommandation tout à l'heure de conseiller à ces patientes à risque d'hypertension artérielle, sinon à toutes les patientes de faire une automesure de la tension artérielle. Le bilan prénatal également ici était incomplet, absence d'albuminurie, de glycémie à jeun, mais également de numération formule sanguine. Cette patiente également était du groupe A négatif sans prise en charge particulière. Donc, nous l'avons reçue parce qu'elle aurait fait des crises convulsives à domicile à 36 semaines et 5 jours. À l'admission, l'examen général avait retrouvé une patiente qui était inconsciente avec un coma stade 2, un mauvais état général, des muqueuses qui étaient colorées. La tension artérielle était à 150-110 mm de mercure avec un pouls à 106 battements par minute. Une albuminurie réalisée avait retrouvé 3 croix à la bandelette. Et en cours d'examen, nous avons noté la survenue d'une deuxième crise d'éclampsie. La hauteur utérine était à 32 cm avec un rythme cardiaque fœtal qui était estimé à 122 battements par minute. Et au toucher vaginal, le col était médian. Il admettait largement le doigt avec une présentation céphalique mobile, une poche des os intacte et un bassin qui était cliniquement normal. Donc, à l'issue de l'examen, nous avons conclu à une deuxième geste primipare âgée de 25 ans qui était porteuse d'une grossesse de 36 semaines d'aménorrhée et 5 jours, qui était admise pour des crises convulsives survenues à domicile et chez qui l'examen avait retrouvé un coma stade 2, une hypertension artérielle systolo-diastolique et une albuminurie à 3 croix. Donc, nous avons retenu chez cette patiente le diagnostic d'une crise d'éclampsie, donc sur une grossesse dont le terme est estimé à 36 semaines et 5 jours et qui n'était pas en travail. Elle a reçu des soins en urgence, notamment la pose de 2 voies veineuses périphériques avec l'administration de Valium et de sulfate de magnésium en intraveineuse lente selon le protocole de Zuspens. Une sonde urinaire également a été mise en place, de même qu'une canule de Guérin. Donc, la décision de césarienne a été prise en urgence et la patiente a été transférée directement de la salle d'accueil des urgences au bloc opératoire pour la césarienne. Le bilan biologique réalisé en urgence avait retrouvé notamment un taux de plaquettes qui était à 23 000, ce qui a fait commander du plasma frais congelé donc, pour prévenir l'hémorragie. Le taux d'hémoglobine était à 12,9 grammes par décilitre. Les transaminases étaient normales. Le taux de prothrombine était abaissé à 79% avec l'INR à 0,81. La césarienne a permis, après une transfusion de plasma frais congelé, d'extraire par traction inguinale un nouveau-né de sexe masculin qui pesait 2120 grammes. L'Apgar était à 6 sur 10 à la première minute et 7 sur 10 à la 5e minute. Là également, le nouveau-né était immédiatement admis en néonatologie. La patiente, dans les suites opératoires, était admise en unité de soins intensifs. L'examen avait révélé à l'admission une patiente qui était obnubulée avec une tension artérielle à 130-80 mm de mercure, un pouls à 90 battements par minute, une fréquence respiratoire à 27 cycles par minute, une diurèse à 80 ml par heure et une bonne saturation en oxygène. La glycémie capillaire était à 1,07 g par litre avec une croix d'albumine et la glucosurie, la cétonurie était négative. Donc, elle a bénéficié d'une oxygénation, d'un traitement classique avec perfusion d'ocytocine, les antalgiques, les antibiotiques, les apports de base, donc le traitement antihypertenseur et l'administration de sérum anti-D. L'évolution était marquée par une HTA sévère le premier jour après la césarienne, donc qui a fait continuer la perfusion de nicardipine. Les deuxième et troisième jours après la césarienne, nous avons noté une bonne évolution clinique et un relais oral a été institué. Le quatrième jour, la patiente a été transférée en unité des post-opérés et l'évolution était favorable chez le nouveau-né et la mère. Donc, à J6 post-césarienne, la tension artérielle était à 137,89 mm de mercure, le pouls à 71 battements par minute.
Donc, elle a bénéficié d'une contraception avant la sortie avec l'implanton et la sortie a été autorisée au bout de 6 jours et un rendez-vous donné pour les consultations postnatales. Pour ce cas clinique également, nous notons les problèmes du suivi prénatal. Première consultation tardive, première échographie tardive. Également, ici, on a un nombre de consultations prénatales qui est relativement correct, 4, même si l'OMS recommande une consultation tous les mois. Mais le diagnostic de l'hypertension artérielle n'a pas été posé. Peut-être que c'est survenu tardivement. Donc, d'où la recommandation forte de l'automesure de la tension artérielle. Il n'y avait pas de dépistage du retard de croissance intra-utérin. À 36 semaines, la patiente, 36 semaines et 5 jours, le nouveau-né pesait 2100 grammes. Elle n'a pas bénéficié d'une échographie obstétricale du 3e trimestre. Alors, les délais étaient raisonnables pour la réalisation de la césarienne, après bien sûr la réanimation en urgence du fait de la thrombopénie sévère. Donc, la prise en charge multidisciplinaire a été saluée avec les obstétriciens, les sages-femmes, les néonatologues, les réanimateurs. La prévention de l'hémorragie du postpartum a été faite avec une transfusion de PFC, mais également les utérotoniques, l'acide tranexamique en post-opératoire. Alors, nous recommandons d'améliorer la qualité de la prise en charge préhospitalière, donc en renforçant donc la formation continue pour les sages-femmes, les obstétriciens, sensibiliser les gestantes sur les signes qui doivent les amener à consulter, surtout lorsqu'elles sont suivies pour hypertension artérielle et grossesse. Donc, les enseigner les prodromes de la crise d'éclampsie et assurer la formation continue des prestataires sur les CPN recentrés. En conclusion, Monsieur le Président, nous dirons que les syndromes vasculo-rénaux de la grossesse sont quand même des complications fréquentes dans notre pratique. On note une amélioration du pronostic de cette pathologie qui passe par un diagnostic qui est précoce, mais également une prise en charge précoce et adaptée. La décision d'extraction fœtale restant le seul véritable traitement de ces cas de syndrome vasculo-rénaux. Il faut rechercher les facteurs de risque au premier trimestre de la grossesse chez toutes les femmes enceintes à la première CPN. Et lorsque ces facteurs de risque existent, instaurer la salicyloprévention qui constitue jusque-là la seule mesure préventive qui a fait preuve de son efficacité dans la prévention de l'HTA associée à la grossesse et dès la fin du premier trimestre. Enfin, développer l'automesure de la tension artérielle chez les gestantes qui sont à risque. Monsieur le Président, donc voilà les 2 cas cliniques que nous avons voulu partager. Nous vous remercions pour votre attention. Merci, professeur Niang, de cette brillante présentation. Je pense que vous venez là, encore une fois, de poser la problématique de la prise en charge des pathologies hypertensives et grossesse, surtout la prise en charge anté-partum et la prise en charge perpartum et postpartum. Alors, moi, je note avec beaucoup de regrets dans les 2 cas que nous avons encore beaucoup d'insuffisances quant au suivi prénatal. Et vous avez souligné le contact tardif du premier cas et vous avez souligné également le fait que le deuxième cas a eu quand même 4 contacts. Je voulais vous partager notre expérience dans notre contexte. Nous avions identifié depuis longtemps lorsque, selon l'ancienne nomenclature, l'ancienne programmation de consultations prénatales de l'OMS qui consistait à faire 3 consultations, la 4e à terme, nous avons constaté que toutes les femmes venaient consulter, faisaient une consultation par trimestre. Souvent, venaient en début du 3e trimestre et le personnel de santé disait, bon, il faut aller attendre à la maison. Et c'est justement à cette période-là, et votre deuxième cas le démontre, à 36 semaines, on l'examine et on n'a pas d'hypertension. Mais entre le début du 3e trimestre et l'accouchement, souvent, beaucoup ont développé une hypertension. Et nous les rencontrons souvent au moment où ils sont en pleine crise d'éclampsie. D'où la nécessité de revoir un peu nos habitudes, de vouloir sensibiliser, comme vous l'avez recommandé, pour qu'on puisse prendre en charge qu'on puisse avoir un suivi rigoureux
de ces femmes-là, quelle que soit la femme au cours de la grossesse. Je voulais savoir, dans votre expertise, pour ma question, les autres vont poser des questions, quelle est la place que vous réservez? Vous l'avez dit un peu, mais je ne l'ai pas senti dans la présentation. Quelle est la collaboration que vous avez avec les réanimateurs? Parce que pour nous, systématiquement, ce sont des cas que nous faisons suivre en réanimation. Parce que malheureusement aussi, les conditions de suivi en hospitalisation obstétricale ne sont pas souvent rigoureuses et parfois il y a un échappement avec des complications qui arrivent. Quelle est votre attitude au niveau de Dakar, au niveau de votre service? Merci, cher maître. Donc, par rapport à la prise, donc, nous avons la chance d'être dans un bloc obstétrical où l'unité de réanimation est juste à côté. Donc, c'est des patients qu'on hospitalise en une unité de grossesse à risque et systématiquement, une pré-anesthésique est demandée si on doit faire la césarienne. Et en post-césarienne, c'est des patientes qui séjournent systématiquement en unité de réanimation avant le retour en maternité. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si Yves a eu des questions. Non, pour le chat, c'est relativement tranquille. Oui, vas-y, Yves. Oui, si vous me permettez, j'aurais peut-être un commentaire général qui fait suite à l'ensemble de toutes ces présentations-là. Je pense que face à la préclampsie, en tout cas, il y a un urgent besoin de faire de la recherche afin d'être capable d'évaluer beaucoup plus tôt en grossesse la difficulté qu'ont certains placentas de procéder au processus de l'invasion du myomètre. Et je pense que c'est là qu'est le problème. Donc, si les cliniciens avaient des marqueurs très précoces de la difficulté qu'ont les trophoblastes extravileux de procéder à l'invasion de l'endomètre, je pense que ça aiderait et ça faciliterait énormément le travail des obstétriciens en période périnatale et ça diminuerait, je crois, les complications associées à la préclampsie. C'était mon commentaire. OK. Est-ce qu'il y a le docteur Pascal Ulysse qui veut poser une question? Merci, professeur. Merci pour la présentation. Nous avions deux questions à poser pour chaque cas clinique. La première concernait effectivement le premier cas. On a vu que vous avez effectivement, dans votre prise en charge, surtout pour les critères d'extraction, utilisé le Doppler ombilical. On voulait savoir quel délai vous donnez lorsque vous êtes en présence de diastole nulle ou de reverse flow. Et quelle est votre attitude lorsque vous avez un Doppler, une diastole nulle ou alors un reverse flow? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était concernant le deuxième cas. Nous avons vu que vous avez, avec 23 000 de plaquettes, vous avez traité avec de concentré plaquettaire et de plasma frais. Et en même temps, cette patiente a été opérée. Connaissant un peu la réticence des réanimateurs par rapport à la thrombopénie sévère, quelle est votre attitude lorsque vous êtes face à une thrombopénie sévère? Vous traitez d'abord ou alors il va falloir d'abord remonter les plaquettes avant de prendre en charge la patiente? Professeur Niang, vous avez la parole. Merci, docteur Ulysse, pour vos deux questions. Donc, pour la première question, l'attitude devant un Doppler qui est perturbé, je pense que tout dépend de l'environnement. Parce que si c'est un Doppler nul isolé, donc sans pathologie maternelle, il n'y a pas de pathologie fœtale, je pense qu'il faudrait pousser l'investigation. Maintenant, ici, c'était un Doppler nul dans un contexte de prééclampsie sévère avec un retard de croissance intra-utérin. On peut penser ici à une mort fœtale imminente et l'attitude serait de faire l'extraction fœtale. Alors, pour la deuxième question, donc le taux de plaquettes à 23 000, j'avoue que ici, c'est le contexte d'urgence extrême. C'est une patiente qui était en état de mal éclamptique. Nous avons quand même
prise en charge avec les réanimateurs qui ont fait une transfusion de plasma frais congelé en préopératoire avant de passer à la césarienne. Et la transfusion a été poursuivie en per- et post-opératoire, donc associée à d'autres mesures, donc, telles que les utérotoniques, mais également l'utilisation de l'acide tranexamique, tout ceci pour éviter l'hémorragie. Mais ça aurait été un cas de prééclampsie sévère où l'on pouvait temporiser 24 heures. Donc, une réanimation préalable serait faite avant la césarienne. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, il y a le professeur Cissé qui a la main levée. Professeur Cissé, j'ai 2 commentaires dans le chat après. Professeur Merci. Cissé, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Meillet. Enfin, moi, je voulais intervenir pour un peu voir comment on peut envisager les perspectives. Je pense que Yves en a parlé tout à l'heure. Je me rappelle avec professeur Diouf, lorsque nous étions internes à la fin des années 80, on se rappelle tous ces nombreux décès, notamment de femmes éclamptiques, surtout pendant la période de grand froid. Alors, dans nos services déconcentrés maintenant, on n'a plus ça. C'est vrai que les complications d'hypertension artérielle restent en Afrique subsaharienne la 2e cause de mortalité maternelle. Il faut dire que grâce à une intervention beaucoup plus précoce, parce que nous, avant, on avait fait des études, on s'était rendu compte que, aussi bien pour l'HRP que pour l'éclampsie, que pour la prééclampsie sévère, on avait tendance à traîner un peu les pieds. Mais maintenant, je pense que la césarienne a permis d'améliorer. Donc, la question n'est plus de sauver, de rattraper les cas, mais comment faire pour prévenir, notamment grâce à un diagnostic ultra précoce, bien entendu, en continuant d'appliquer la prévention. Donc, je voulais dire qu'on a reçu une offre d'un collègue du Canada, donc, que Yves Tremblay connaît très bien. Donc, on a bien envie, avec ceux qui veulent se lancer dans cette expérience avec nous, comment faire pour développer le diagnostic précoce, notamment à travers le dosage des marqueurs, parce que c'est une pathologie qui est extrêmement présente dans notre pratique. Donc, j'attends d'avoir ces propositions. Je la partagerai avec vous, ceux qui ont envie de se lancer dans cette aventure. Donc, je pense que ça vaut le coup parce qu'on n'aura pas suffisamment de moyens de réanimation pour traiter tous les cas d'HRP, tous les cas d'éclampsie, etc. Par contre, si on trouve un moyen de faire un diagnostic ultra précoce et de mettre en place une politique de prise en charge, je crois que c'est la voie royale. Le dernier commentaire, c'est concernant la tension artérielle. Alors, c'est fréquent, même à Dakar, et je pense que ça doit être le cas aussi dans les autres capitales, d'avoir des femmes qui font leur consultation qui n'ont pas de mesure de tension artérielle. C'est une hérésie. Aujourd'hui, il y a des tensiomètres électroniques qui ne coûtent pas cher. Ça ne demande pas une technicité particulière. Il y a le téléphone. Donc, avec la technologie du BioWell Connect, donc, je pense que les femmes peuvent être responsabilisées, même si tout est normal, à prendre la tension artérielle et la protéinurie à domicile et au besoin de contacter le médecin ou la sage-femme. Ça permettrait, en cas d'anomalie, de consulter très tôt avant d'attendre que la complication s'installe et qu'on découvre qu'à la dernière consultation prénatale, pourtant la tension était normale, mais entre-temps, l'anomalie s'est installée. Voilà, merci beaucoup. Merci, professeur Cissé. Yves avait des préoccupations avant de faire d'autres commentaires. Il y avait le chat qui... Non, moi, c'est bon. C'est juste que s'il n'y a pas d'autres commentaires, pas d'autres questions, pour le mot de la fin, je vais passer la parole à Étienne Lemarié pour faire l'annonce de la prochaine visioconférence et donner le mot de la fin. Donc, si je vois, est-ce que d'autres gens ont des questions dans la salle, c'est-à-dire dans ceux qui sont avec nous? Puis le chat, ben, Chèque a déjà répondu. Il y avait une question au sujet de l'automesure de la tension artérielle. Donc, notre ami Chèque a déjà répondu. Vous voulez peut-être faire un commentaire général, peut-être. Oui, allez-y, professeur Diouf. Oui, donc, effectivement, l'impression personnelle que j'ai et qui est certainement partagée, c'est que bon, c'est une pathologie que tout le monde vit au quotidien et on se rend compte là, à travers ces présentations, de son polymorphisme. Hein, c'est vrai qu'il y a un profil des facteurs de risque qui ont été identifiés.
mais il y a quand même un polymorphisme qui est là et qui fait que donc de cette pathologie se présente vraiment sous des aspects divers et variés. Je crois que, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Cissé, sachant que le dépistage, pour l'instant, est peu accessible, je pense qu'il faudrait qu'on mette l'accent sur le diagnostic précoce à travers, effectivement, comme l'a dit le professeur Mansounian, l'éducation des femmes, notamment lorsqu'elles sont à risque, la formation du personnel, attention sur l'impérieuse nécessité qu'il y a à inciter les femmes à venir consulter précocement et régulièrement et à leur prendre la tension artérielle dans de bonnes conditions pour pouvoir, à défaut d'un dépistage, comme je disais, faire un diagnostic précoce qui devrait permettre donc de faire un suivi adapté à travers des CPN recentrés. L'autre commentaire que je voulais faire, c'est que il y a une étude que nous avons eu à faire à Dakar. On a vu, comme l'a dit tantôt le professeur Cissé, par rapport à la période où nous avons à prendre en charge ces cas et nous étions internes, vraiment l'avènement de l'utilisation, la vulgarisation du sulfate de magnésium comme traitement anticonvulsivant, la disponibilité de la nicardipine qui est beaucoup plus maniable et plus efficace que les antihypertenseurs que nous avions. L'implication systématique des anesthésistes réanimateurs a permis vraiment de réduire de façon drastique la mortalité et la morbidité maternelle et fœtale. Et on l'a vu à travers ces présentations. Heureusement, il n'y a pas eu de cas de décès maternel. Il y a eu des cas de décès, de mort, de cas de mortinatalité. Effectivement, bon, c'est peut-être difficile à éviter dans l'absolu. Mais en tout cas, je pense que ce diagnostic précoce associé à une prise en charge rapide, agressive et multidisciplinaire, pour l'instant, en Afrique, vu notre contexte de travail, devrait être vraiment la voie royale pour la prise en charge donc, de cette préclampsie dans ses formes diverses et variées. Voilà ce que je voulais faire comme commentaire. Et nous sommes ouverts donc, à la proposition de professeur Cissé de participer effectivement à une étude sur le dépistage biologique à travers les marqueurs. Merci. OK, donc pour le mot de la fin, il est déjà midi 17, donc 18h17 à Paris et je passe la parole à Étienne. Oui, merci Yves. Mon micro fonctionne maintenant. J'ai eu le temps de corriger tout cela. Simplement, avant d'annoncer la prochaine conférence, je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié en tant que, comme vous savez, je suis un témoin extérieur, j'ai beaucoup apprécié vos présentations. Et puis apprécier aussi ce que nous a dit le professeur Cheikh Cissé à la fin, comment faire pour prévenir, parce que ce que vous vivez au quotidien, ce sont des situations dramatiques, ça me paraît clair. Comment faire pour prévenir par un diagnostic précoce, par une prévention, par le suivi de la pression artérielle et de la protéinurie? Ce sont des axes qui sont fort intéressants et qui méritent effectivement d'être poursuivi. Alors, pour ce qui concerne la prochaine présentation, sera le mercredi 26 octobre. Je ne me trompe pas, je sais que c'est bien ça. Non, c'est le jeudi 27, Étienne. Ah, c'est le jeudi. Pour celle-là. Ah, pardon, excusez-moi, j'avais noté. Donc, jeudi 27, webinaire sur le thème « La bientraitance en gynécologie obstétrique ». C'est bien le bon titre, n'est-ce pas? Je sais que tu confirmes. Donc, oui, c'est le bon titre, Étienne. C'est le bon titre. Parfait, parce que comme je n'ai pas le bonjour, je voulais être sûr que ce soit le bon titre. « La bientraitance en gynécologie obstétrique ». Voilà. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, Cher s'est chargé de l'enregistrement de cette session qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, bravo à tous et félicitations pour vos présentations. Et